Salut, c'est Cyril, je suis là à nouveau pour vous parler de livres. Alors aujourd'hui, on va parler d'un livre exceptionnel, d'un livre particulier. C'est le livre que je considère comme, pour l'instant, étant le meilleur livre que j'ai lu cette année. Et d'ailleurs, c'est un livre que j'avais lu en numérique et que je me suis décidé à acheter en édition collector tellement j'ai aimé ce livre. J'avais fait une vidéo que je te mets en description où j'avais déjà un petit peu parlé de ce livre, mais c'était une courte vidéo. J'en avais parlé vraiment de manière extrêmement rapide. Et j'ai décidé de revenir un petit peu sur ce livre qui est, comme je vous le dis, pour moi le meilleur livre que j'ai lu en 2019. Ce livre, c'est un livre de José Rodrigues dos Santos. Le livre, c'est La Formule de Dieu. Voilà, donc c'est un livre sur lequel j'ai envie de revenir. L'édition collector est magnifique, je te la conseille, elle est vraiment pas chère. En plus, on est à 22 € et c'est un excellent livre. On est à plus de 600 pages. Allez, je t'en parle tout de suite, c'est parti. Alors dans un premier temps, ce qu'on peut dire du livre, dans l'avant-propos, ce qu'on lit de José Rodrigues dos Santos, c'est qu'avec ce livre, il souhaite faire un roman, donc quelque chose d'accessible au niveau de la lecture, mais il souhaite aussi également faire de la vulgarisation scientifique. C'est-à-dire que c'est un roman, un thriller même, qui est l'occasion, qui est le prétexte même à de la vulgarisation scientifique et à aller en terrain inconnu sur les terres de la physique quantique. Voilà, sur des théories scientifiques aussi complexes que ça, par l'intermédiaire d'un roman. José Rodrigues dos Santos nous met également au début du livre un avertissement. C'est un avertissement nous indiquant que toutes les théories scientifiques dont il parle dans le livre et tout ce qui est développé dans le livre est réel et exact. Il n'y a pas du tout de... c'est un roman, mais on n'est pas du tout dans le romanesque quand il s'agit des théories scientifiques. On est vraiment sur des théories exactes et rien n'a été changé et rien n'a été dénaturé à ce niveau-là. Alors comme je vous l'ai dit, c'est un roman. Alors de quoi parle l'histoire de ce roman? Alors on va commencer tout de suite assez rapidement à rentrer dans le vif du sujet. C'est-à-dire qu'on va assister via des agents secrets de la CIA à la conversation de Ben Gurion, qui est le premier ministre d'Israël, et de Albert Einstein, qu'il a été voir aux États-Unis. Et donc ils vont avoir une discussion métaphysique, ils vont parler de Dieu, vont parler de science, de choses comme ça. Et ils vont également parler de bombes nucléaires. C'est-à-dire que Ben Gurion, le premier ministre d'Israël, va demander à Einstein de lui faire les plans d'une bombe nucléaire parce que, voilà, pour défendre Israël, il en a besoin, etc., etc. Et donc après, on va revenir très rapidement dans le présent du livre. Et donc on va être avec Tomás Norora, qui est un historien portugais, qui est également un très grand cryptologue, qui est reconnu mondialement. Et donc du coup, il va rencontrer une Iranienne, une scientifique iranienne. Au hasard pense-t-il au départ, et puis après il va se rendre compte qu'en fait l'Iranienne le cherchait lui, et elle cherchait à le ramener en Iran pour décrypter un manuscrit qu'ils ont trouvé, que les services secrets iraniens ont trouvé. Ce manuscrit a été écrit par Einstein, et il voudrait que le cryptologue Tomás Norora décrypte ce manuscrit parce qu'il est crypté. Et donc, voilà, l'Iranienne est chargée de ramener Tomás Norora. Alors Tomás va hésiter, puis finalement il va suivre l'Iranienne. Entre-temps, il va être contacté par les États-Unis qui vont, donc par même la CIA, les services secrets des États-Unis, qui vont lui dire, voilà, on sait que vous avez été recruté par l'Iran pour décrypter un manuscrit. Et donc du coup, on pense que ce manuscrit est tout simplement un écrit d'Einstein et que c'est un manuscrit qui donne les plans en fait d'une bombe nucléaire. Et comme on surveille l'Iran et comme on veut pas qu'il développe une bombe nucléaire, eh bien voilà, on a besoin de vous, que vous fassiez l'agent double et que vous nous disiez un petit peu ce qui se passe là-bas. Voilà, donc je vous en dis pas plus au niveau de l'histoire, mais en tout cas le début de l'histoire commence comme ça. Et donc du coup, eh bien, Tomás Norora va décider d'aller en Iran, va décider d'aller avec la scientifique iranienne et de regarder ce fameux manuscrit qui est crypté et qui va lui donner beaucoup de fil à retordre et qui va être l'occasion de beaucoup de développement scientifique, de beaucoup de concepts qu'il va falloir se remémorer, de beaucoup de découvertes également, et c'est ça qui va être passionnant. Alors dans ce livre, que ce soit avec l'Iranienne ou avec d'autres personnes du roman, l'historien et cryptologue Tomás Norora va avoir des dialogues épiques, des dialogues extrêmement intéressants qui parfois ressemblent presque à des cours magistraux de physique ou même de physique quantique.
On va réviser beaucoup de théories. Ce sont des théories qui sont en rapport avec la création de l'univers, avec la cosmologie et peut-être avec Dieu parfois, avec son existence ou sa non-existence, avec les théories qui vont dans un sens ou dans un autre. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Il y a beaucoup de dialogues et les dialogues sont passionnants parce que c'est lors de ces dialogues qu'on va avoir le plus de vulgarisation scientifique et qu'on va découvrir des concepts et on va découvrir où en est la science actuellement. Et on va découvrir tout un tas de concepts qu'on ne connaît pas forcément. En tout cas, moi, c'était mon cas. Je ne connaissais pas forcément tous les concepts scientifiques développés dans ce livre. Donc, dans ce livre, on va parler de plusieurs théories scientifiques, comme je vous l'ai dit, et elles vont être extrêmement vulgarisées, et pourtant en gardant la complexité des concepts. Donc, c'est ça qui est intéressant dans ce livre. Donc, on va parler, par exemple, de la théorie du chaos. Donc, la théorie du chaos, vous savez, c'est cette fameuse théorie qu'on connaît par l'effet papillon, c'est-à-dire que un papillon qui par exemple émettrait un battement d'aile, je sais pas, je dis n'importe où en Bolivie, pourrait avoir une influence par exemple au nord des États-Unis. Et donc ça c'est la version simplifiée, mais la théorie du chaos c'est surtout une théorie qui postule que eh bien, d'infimes mouvements dans le monde peuvent avoir d'immenses influences au final sur les éléments du monde, sur les éléments qui nous entourent, et que eh bien en fait ces éléments sont tellement nombreux et sont tellement infinis qu'il est impossible de prévoir à l'avance, même sur un mode déterministe, de prévoir le mouvement de telle ou telle chose. Donc par exemple, c'est le cas, on le sait, dans la météorologie, c'est-à-dire qu'il y a tellement de paramètres, tellement d'éléments, que via des modèles mathématiques, on peut avoir des prévisions, mais ces prévisions ne sont jamais vraiment tout à fait exactes et elles sont extrêmement limitées dans le temps. Parce que il y a tellement de paramètres à prendre en compte et les paramètres ont tellement, aussi infimes soient-ils, d'influence importante sur tous les éléments qui composent l'écosystème que c'est quasiment impossible de prévoir la météo à long terme, en cause la théorie du chaos. Dans ce livre, on va également parler des théories anthropiques, et donc les principes anthropiques même, c'est même pas des théories. Les principes anthropiques, c'est tout simplement des principes qui postulent que tout l'univers, alors il y en a deux, il y a le principe anthropique faible et le principe anthropique fort. Le principe anthropique faible, je vous mets sa définition précise ici, et je vous mettrai également ici le principe anthropique fort. Mais en tout cas, grosso modo, ces deux principes anthropiques postulent que tout l'univers, avec ses règles et ses lois qui sont majoritairement déterministes, conspire à créer les conditions de la vie, les conditions de la conscience et les conditions de l'observation que serait en somme l'être humain. Et ces principes anthropiques postulent également que les conditions de l'émergence de la vie sont tellement précises que c'est difficilement possible que ce soit le hasard. C'est comme si on gagnait à l'euro-million 20 à 30 fois de suite, une chose qui est mathématiquement impossible, on ne peut pas avoir autant de chance. Et encore, là, je crois que je suis encore loin du compte, je crois que c'est encore plus que ça. On va également réviser les théories de la relativité d'Albert Einstein, on va parler de la relativité restreinte qui postule en partie que le temps et l'espace sont une seule et même entité, et on va également parler de la relativité générale qui postule également en partie que la gravité a en fait une influence sur l'écoulement du temps. On va également parler, comme je vous l'ai dit, de physique quantique, et donc on va parler de cette fameuse expérience de la fente, je ne sais pas si vous connaissez. En fait, c'est une expérience qui est assez simple à décrire quand on la montre avec des schémas, mais qui est assez compliquée à expliquer. Et donc du coup, je vais vous montrer une vidéo, ce sera plus simple, une vidéo qui va vous expliquer cette fameuse expérience de la fente. Et cette fameuse expérience, en fait, qu'est-ce qu'elle nous montre? Eh bien, elle nous montre tout simplement que l'observateur, la conscience, c'est-à-dire le fait de regarder une particule ou un électron qui est propulsé par un canon à électrons, qui est fonction d'onde, va avoir une influence, le regard de l'observateur va avoir une influence sur le comportement de cette fonction d'onde qui va devenir matière ou pas. Et donc en fait, il va y avoir tout simplement la démonstration que la conscience et le regard que l'on porte sur les choses a une influence sur la construction de la matière et donc sur la construction de notre monde. C'est passionnant, je vous laisse regarder la vidéo. Et ici nous avons le grand-père de tous les mystères quantiques, l'expérience de la double rainure. Pour comprendre cette expérience, d'abord nous devons voir comment jouent les particules ou les petites boules de masse. Pour l'instant, si on tire au hasard un petit objet, des billes par exemple vers l'écran, on voit comment se reflète un patron dans le mur de derrière, dans lequel il a rebondi et s'arrête
Là, si on ajoute une autre rainure, ce qui est logique est de voir une deuxième tranche sur la droite. Maintenant, tentons avec des vagues. Les vagues arrivent à la rainure, se propagent et arrivent au mur de derrière où elles acquièrent plus d'intensité, juste en face de la rainure. La tranche resplendissante démontre précisément cette intensité supérieure. C'est un effet qui ressemble à la tranche que dessinent les billes. Mais, quand on y ajoute la deuxième rainure, une chose différente se produit. Si la partie supérieure d'une vague tape avec la partie inférieure d'une autre, elles s'éliminent entre elles. De cette façon, sur le mur, on obtient un patron d'interférence. Là où les deux parties supérieures s'entrechoquent, il y a plus d'intensité, des lignes resplendissantes. Et là où elles s'éliminent, il n'y a rien. Ainsi, quand on lance quelque chose, ou en d'autres mots, matière, au travers de deux rainures, nous obtenons ceci, deux tranches d'un coup. Mais avec des vagues, le résultat est un patron d'interférence, comprenant beaucoup de tranches. Très bien pour l'instant. Là, nous allons nous faire les quantiques. Un électron est un tout petit morceau de matière, comme une toute petite bille. Lançons une rafale au travers d'une rainure. Elle se comporte comme les billes, seulement une tranche. Si nous lançons ces tout petits bouts au travers des deux rainures, deux tranches devraient se dessiner comme c'est le cas des billes. Quoi? Un patron d'interférence? Nous avons lancé des électrons, des petits bouts de matière, mais on dirait un patron avec les vagues, et non pas comme avec les billes. Comment des bouts de matière peuvent-ils générer des patrons d'interférence, comme une vague? Cela n'a pas de sens. Mais les physiciens sont très intelligents. Ils ont pensé... Peut-être les petites balles rebondissent les unes contre les autres et créent ce dessin. Donc, ils décidèrent de lancer les électrons un par un. Ainsi, ils ne pouvaient pas se porter préjudice les uns aux autres. Mais ils ont tenté le coup pendant 1 heure et ont vu le même patron d'interférence se créer. Nous ne pouvons pas ignorer la conclusion. Chaque électron part comme une particule, devient une onde de possibilité, passe par les deux rainures et interfère avec lui-même, jusqu'à ce qu'il tape le mur comme une particule. Mais mathématiquement, c'est encore plus curieux. Elle passe par les deux rainures et par aucune d'entre elles. Elle passe par une et passe par l'autre. Toutes ces possibilités sont superposées les unes avec les autres. L'expérience déconcerta énormément les physiciens, au point qu'ils décidèrent de regarder avec attention pour décider par quelle rainure l'électron passait-il en réalité. Ils ont mis un dispositif de mesurage juste à côté de l'écran des deux rainures pour voir par laquelle elle passait. Et ils lancèrent l'électron. Mais le monde quantique est beaucoup plus mystérieux de ce qu'ils pouvaient imaginer. Quand ils regardèrent, l'électron recommença à se comporter comme une petite bille. Il dessina un patron de 2 tranches et non pas un patron d'interférence. La même action de mesurer ou observer par quelle rainure elle passait a fait qu'elle ne passe plus que par une et non pas par les deux. L'électron décida d'agir de façon différente, comme s'il était conscient qu'on l'observait. Et c'est à ce moment-là que les physiciens sont entrés pour toujours dans l'étrange sous-monde des événements quantiques. Quand tu ne regardes pas, il y a des ondes de possibilités. Quand tu regardes, il y a des particules d'expérience. Une particule que nous imaginons comme quelque chose de solide, en réalité existe dans ce qui s'appelle une superposition, une onde dépliée de positions possibles. Elle s'y trouve dans tout en même temps, mais au moment où tu la regardes, elle se met dans une seule des positions possibles. Et donc tout au long du livre, eh bien, il va arriver à Thomas Schnorrora tout un tas de péripéties qui vont être l'occasion du développement de toutes les théories dont je vous ai parlé. Il va lui arriver tout un tas de choses, il va aller en prison en Iran, il va essayer de voler le manuscrit d'Albert Einstein
Même s'il ne l'a pas décrypté, il pense toujours avant de le décrypter que c'est les plans de construction d'une bombe nucléaire. Et donc du coup, eh bien, les services secrets américains font pression sur Thomas Shnorora pour qu'il leur donne le manuscrit. Ils vont même monter une mission avec lui pour aller voler ce manuscrit qui est sous bonne garde en Iran. Donc vous allez voir, il y a vraiment tout un tas d'histoires passionnantes, tout un tas de péripéties passionnantes, avec au milieu, comme je vous l'ai dit, des dialogues épiques qui vont nous parler de vulgarisation scientifique et de toutes ces théories, et d'autres théories encore. Et il va y avoir presque des cours magistraux pour nous expliquer et nous vulgariser tous ces concepts scientifiques et nous dire où en est la science actuellement. Ce que j'ai bien aimé également, c'est que, eh bien, on va nous expliquer un petit peu quelles sont les implications de telles découvertes sur d'autres découvertes et comment toutes ces théories rentrent en synergie dans notre compréhension scientifique du monde, alors que ce soit dans le monde scientifique, que ce soit pour nous, comment on peut comprendre les implications de toutes ces découvertes scientifiques. On va également dans le livre nous parler des controverses qu'il y a entre les scientifiques eux-mêmes. Par exemple, au niveau de la physique quantique, il y avait des scientifiques comme Albert Einstein qui postulaient que en physique quantique, eh bien en fait il y avait un déterminisme. En fait, il y a un déterminisme dans la physique quantique que l'on ne comprend pas. Alors que d'autres scientifiques postulaient que eh bien, la physique quantique fonctionne de manière totalement aléatoire. Et donc voilà, il y a des controverses comme ça qui nous sont également contées dans ce livre. Et c'est pas du tout redondant, c'est pas du tout lourd, c'est vraiment super accessible, c'est super agréable à lire. Il y a beaucoup de péripéties au milieu qui font que le livre bouge tout le temps. Ce livre m'a tenu en haleine jusqu'à la fin, et à la fin du livre, on va découvrir ce qu'Albert Einstein avait consigné dans son manuscrit crypté, et on va s'apercevoir qu'en fait, dans ce manuscrit, il avait consigné la formule de Dieu. Alors, je ne vais pas vous dire ce que c'est la formule de Dieu, parce que, eh bien, quand même, le but du jeu, c'est que vous alliez vous-même lire le livre et creuser un petit peu par vous-même ce livre qui est vraiment magnifique, qui est majeur, qu'il faut impérativement lire, et vous comprendrez à la fin du livre ce qu'est cette fameuse formule de Dieu. Et on verra en tout cas que eh bien, Albert Einstein n'avait pas du tout développé les plans pour fabriquer une bombe nucléaire. Il avait trouvé le moyen de prouver l'existence de Dieu via une formule mathématique, et je vous laisserai découvrir comment. Voilà, en tout cas tu l'as compris, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est le livre que j'ai préféré lire cette année, c'est un livre qui m'a passionné. Ça s'appelle La Formule de Dieu de José Rodriguez dos Santos. J'ai tellement aimé ce livre que je l'ai acheté, comme je vous l'ai dit au début, en version collector. Et je pense que je vais relire ce livre pour mieux comprendre les implications de tout ce qui est développé à l'intérieur. C'est vraiment un livre majeur, il faut impérativement que tu lises ce livre, tu verras, tu vas beaucoup aimer. Voilà, en tout cas, moi j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à partager la vidéo pour donner des idées de lecture et donner envie de lire à un maximum de personnes. Moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Porte-toi bien, ciao, salut.